Auteur d'Imaginaire qui vient de sortir Morgane Pendragon chez Albin Michel Imaginaire, l'écriture du mythe du roi Arthur, on en parlera ensemble. J'ai aussi Katia Lanero Zamora, bienvenue. Bonjour. À vous, qui a écrit La Machine chez Actu SF, un roman qui a fait beaucoup parler l'année dernière, son premier volume, et le deuxième vient tout juste d'arriver. Et enfin, on a François Baranger. Bonjour François. Bonjour Loïc. Alors actuellement, vous entend plutôt pour parler de Lovecraft, puisque vous designez, dessinez les récits de Lovecraft chez Bragelonne, mais vous avez aussi une autre personnalité qui écrit des romans et vous venez de sortir A Obscura, Sorcier de l'Empire, aux éditions de Noël, qui est une uchronie, vous allez nous en parler, qui se passe autour de Napoléon. Et chacun de toute façon va raconter un peu ses romans. Justement, on va commencer comme ça. Le fameux pitch, c'est toujours intéressant de demander aux auteurs de quoi parle leur roman. Donc comme ça, chacun va présenter son roman et puis après on va évidemment échanger tous ensemble. Jean-Laurent, je te laisse ouvrir les hostilités, c'est ça? Merci, bonjour à toutes et à tous. Le pitch sera relativement court. On est sur une réécriture de la légende de la table ronde avec une variation majeure. Et si l'épée d'Uther Pendragon était retirée par Morgane et non par Arthur. Donc Morgane devient reine du royaume de l'ogre et c'est elle qui va porter la légende et Arthur n'est plus qu'une figure, non pas secondaire, il reste chevalier autour de la table ronde, mais il n'est plus la figure centrale du récit. Et à partir de ça, je réinterroge la place des femmes dans le récit, je réinterroge le mythe dans son ensemble et comment on appréhende le mythe aujourd'hui au XXIe siècle. Merci Jean-Laurent. Katia. Alors c'est mon tour. Alors La Machine, c'est une histoire en 2 tomes, le dernier tome vient de sortir. On est dans une toute jeune république d'un pays imaginaire qui s'appelle Panim. Cette république, elle a 10 ans à peine. Et il y a un parti politique qui s'appelle La Machine qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, parce que c'est un parti ouvrier, de gagner de plus en plus d'adeptes et qui est en bonne place pour peut-être remporter les élections qui vont avoir lieu quelques mois plus tard. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, des dissensions commencent à naître et on va suivre dans cet univers une famille et à travers cette famille plus particulièrement 2 frères qui sont plus différents, c'est pas possible l'un de l'autre, mais s'aimer tellement, c'est tout à fait possible en fait, même si on est très différents dans une fratrie et on s'aime plus que tout au monde. Et ces 2 frères, même s'ils sont tout l'un pour l'autre, ils vont se retrouver à cause du contexte politique et aussi leurs opinions, devoir s'affronter autour d'un conflit. Et si vous êtes un peu, si vous entendez un peu à travers mais vous savez lire entre les lignes, c'est l'histoire d'une guerre civile et plus particulièrement une allégorie de la guerre d'Espagne. François. Alors ça c'est vraiment l'exercice que tout auteur déteste, résumer un livre. Ah je sais bien. Bah oui, s'il m'a fallu 500 pages pour l'expliquer, c'est difficile à résumer en 10 phrases. En gros, pour faire très simple, c'est une uchronie napoléonienne. Donc une uchronie, je rappelle que ça consiste à prendre une période historique, à changer un ou plusieurs paramètres et à essayer d'imaginer ce que ça aurait pu donner, un peu comme ce que tu décris sur Morgane Pendragon, sauf que là c'est un mythe, alors que la période napoléonienne a vraiment existé. Et donc c'est amusant d'essayer d'imaginer les conséquences d'un changement d'un paramètre dans cette période. Et là en plus j'en ai profité pour mixer ça avec de la fantaisie, puisque l'idée, le point de divergence historique, c'est que Napoléon, au début de son règne, découvre, on ne sait pas comment, un sorcier, un authentique sorcier, qui pratique une espèce de sorcellerie effrayante qui s'appelle l'art obscur, le titre du roman, et que grâce à ce sorcier, il va conquérir l'Europe, au-delà de ce qu'il a conquis dans la réalité. Et la grande question centrale, c'est qui est ce sorcier, d'où lui viennent ses pouvoirs anormaux. Et quand l'histoire commence, on est en 1815, donc nous on sait que c'est la fin du règne de Napoléon, évidemment, donc l'histoire personne ne le sait, et la France est une superpuissance, l'Empire français est une superpuissance militaire, économique, politique, sauf que il y a eu un effet secondaire de l'utilisation de ce sorcier par Napoléon qui est des troubles surnaturels. Donc dans tout le pays, et accessoirement dans toute l'Europe aussi, il y a ce qu'on appelle des bulles noires,
ou des résurgences, qui sont des espèces de manifestations ésotériques catastrophiques qui engloutissent des villages entiers et desquels émergent des créatures monstrueuses qui ravagent les campagnes et font des dizaines de morts dans les villages. Et personne ne sait vraiment comment lutter contre ça. Donc ça, c'est l'arrière-plan, et c'est un roman choral, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va suivre une bonne dizaine de personnages principaux, à travers lesquels l'histoire va se dérouler, et notamment, pour n'en citer que deux, les principaux, on va suivre un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Ludwig, pardon. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un d'autre. Donc il s'appelle Ludwig, et ce Ludwig, c'est un chasseur de résurgences. Donc les résurgences, c'est ces créatures qui sortent des résurgences. Et en fait, on apprend assez rapidement qu'il ignore une partie de son passé, il est en partie amnésique. Et il va rapidement croiser la route d'un autre personnage important, qui est une jeune femme qui s'appelle Etlinde, qui elle est une naturaliste, donc une espèce de... à l'époque on ne disait pas encore scientifique, mais c'est une scientifique multicasquette, elle ne se concentre pas sur un domaine scientifique en particulier, un peu comme les encyclopédistes à l'époque, et elles sont centre d'intérêt principal, c'est justement l'art obscur qu'elle étudie sous l'angle scientifique. Donc elle pense que la magie peut s'étudier sous un angle scientifique et pas seulement ésotérique. Et donc elle va être amenée à croiser la route de celui de Ludwig, et à sa grande stupéfaction, elle va se rendre compte que lui aussi peut maîtriser l'art obscur à sa manière, alors que seul le sorcier d'Empire est censé être capable de le maîtriser, et même seul le sorcier d'Empire a le droit de le maîtriser. Donc voilà, c'est comme ça que commence l'histoire, et après, il faudrait 4 heures pour la raconter, donc je vais m'arrêter là. La thématique de cette table ronde, c'est l'histoire comme support de l'imaginaire. Alors comment vous avez chacun et chacune travaillé avec des sources historiques, quand c'était possible ou pas, et comment vous les avez intégrées? Alors Jean-Laurent, c'est vrai que c'est compliqué avec le roi Arthur, puisque globalement on est plutôt dans du mythe que dans de la réalité, mais peut-être pas. Alors, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je n'ai pas un support historique, je suis plutôt un romancier historique à chaque fois dans lequel j'intègre une part de fantastique. Mais il y a de nombreux textes, en fait, le travail a été le même, puisque effectivement, on parle bien sûr de Chrétien de Troyes ou du roman de roi Arthur de Thomas Malory. Je cite ces deux-là. Il y a une pléthore de textes qui sont d'origine française, anglaise, mais aussi et surtout galloise, pour les plus anciens. Alors, excusez-moi, je ne parle pas gallois, mais Hugo Dodin, qui a des plus vieux textes, effectivement, poèmes versifiés, ou apparaît pour la première fois le roi Arthur, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça a été se réapproprier ça, et surtout se réapproprier non pas un mythe, mais bien des mythes. C'est-à-dire qu'il y a eu des histoires successives et des réécritures successives du mythe et de la légende du roi Arthur, et qui se cristallise avec, à partir du 10e, 11e siècle, jusqu'au 15e, où la version de Thomas Malory, donc le roman du roi Arthur, va un peu faire office de canon. Effectivement, c'est là aujourd'hui qui est un peu difficile à passer à côté. Si vous allez voir des films, de celle-là dont elle est tirée, vous avez la quête du Graal, le personnage de Lancelot, par exemple, des choses qui n'existent pas au tout début du mythe. Une table ronde, Morgane, le personnage de Morgane Pendragon dans les versions les plus récentes et l'opposante, et voilà, et le tout évidemment par le prisme d'une religion catholique, voilà, qui ferme pas mal de prismes. Et puis la romantique, c'est aussi la fin de la romantique, c'est aussi insufflé, et on voit maintenant dans des films, tous les films qui ont repris le roi Arthur, on voit aussi certains films qui se passent dans un espèce de début de Moyen-Âge, mais plutôt fin de romantique. La dernière légion de Valerio Manfredi. Tout à fait. Exactement, même dans le Camelot d'Astier, il y a cet enjeu-là de fin d'époque, dès qu'on essaie de le mettre dans un cadre historique. Après, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai choisi de le mettre aux alentours du 11e, 12e, mais rien à tête de la véracité. Donc, on reste sur quel texte on choisit, quelle version on choisit, et qu'est-ce qu'on garde de ce mythe pour en faire sa réécriture. Voilà. Moi, très ouvertement, c'était mettre le personnage de Morgane qui est écrit. Elle passe vraiment de prêtresse puissante d'Avalon indépendante dans les premiers textes à sorcière diabolique dans les versions les plus catholiques. C'est de rendre une place par rapport à ça, et de rendre surtout une place, non, terriblement, et où sont les femmes autour de la table ronde. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut des réécritures de la table ronde où on remet des personnages féminins.
Katia, vous, sur la guerre civile espagnole. Alors, c'est vrai que pourtant l'Espagne est à côté de chez nous, mais cette guerre est assez finalement peu connue du public français. On garde un peu l'image finale des légions internationales, avec certaines photos de Robert Capra assez célèbres. Mais c'est vrai que c'est un conflit, en tout cas une guerre civile qui est assez peu connue chez nous, alors que le conflit était très proche juste avant la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez travaillé dessus? Alors, moi je suis née avec, je vais dire, parce que étant d'origine espagnole, moi j'étais abreuvée des anecdotes familiales. On me racontait des anecdotes qui s'étaient passées soit avant la guerre, pendant la guerre, et puis mes grands-parents étant arrivés en Belgique en 1960. C'était des histoires qui me paraissaient assez, exotiques aussi, un autre temps, un autre lieu, ailleurs aussi, parce que moi j'ai appris d'abord l'espagnol avant de parler français, même si je suis née en Belgique. Donc tout un exotisme autour de cette Espagne fantasmée qu'on me racontait à travers la nostalgie de mes grands-parents et de mes parents. Et vers l'adolescence, j'ai commencé à me poser des questions, en fait, effectivement, parce que l'histoire de ma famille, j'ai eu besoin à un moment donné de la rattacher à la grande histoire avec un grand H. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres historiques, justement, sur cette période-là, effectivement à devoir les trouver, parce que c'est pas facile, autant Franco, il est mort en 75, donc il fallait le temps qu'il y ait des ouvrages critiques. En espagnol, en fait, il n'y en avait pas tellement pendant mon adolescence. Il n'y avait pas encore, oui, je suis vieille comme ça, il n'y avait pas encore Google, vraiment. Du coup, ça a été vraiment tout un travail au compte-gouttes d'aller rattacher la petite histoire à la grande, jusqu'au moment où est venue très vite la question, je vais en faire quelque chose, j'ai très envie d'en faire quelque chose, mais comment faire pour ne pas, parce que je ne suis pas historienne, je n'avais pas envie de faire un roman historique, donc j'ai pris énormément de plaisir à aller à partir des anecdotes familiales dont j'avais envie de parler, et ensuite d'aller traiter, parce que le sujet est infini, la complexité de ce conflit est assez dingue, il fallait que je m'arrête à un moment donné, parce que sinon je rentrais dans un maelstrom de documentation où on découvre des choses et des choses et des choses, et parfois la fiction, la réalité dépasse tellement la fiction qu'on dit ce serait trop gros que je le mette dans mon histoire, personne ne va y croire. À un moment donné, j'ai dû prendre du recul et j'ai commencé à écrire sur une famille qui n'est pas la mienne. J'ai inventé une famille, la famille des Caballols, et une chose en entrée dans une autre, à travailler sur la guerre civile, est ressortie vraiment cette expression, la guerre fratricide. On parle des guerres civiles comme des guerres fratricides, et justement mes deux personnages principaux étaient des frères, et je me suis dit, mais tiens, allons encore plus loin, et si au sein d'une même famille, littéralement, deux frères se retrouvaient de part et d'autre d'un conflit. Et donc ça a été vraiment une façon à la fois de redescendre du côté très émotionnel de raconter son histoire familiale, très frais aussi, je vais dire, dans la colère et dans la révolte, dans ce que je découvrais aussi d'un point de vue documentaire, pour rentrer vraiment dans une fiction pure et dure, en passant au tamis tout ce qui me touchait, pour arriver justement, à partir de la réelle histoire, écrire une véritable fiction, mais qui, j'espère, donne vraiment plonge le lecteur dans les émotions qui m'ont été transmises dans toutes les anecdotes qu'on m'a racontées, en rendant ces lettres de noblesse aussi à ces familles qui arrivent et qui ne parlent pas. Et moi je suis de la troisième génération, on dit toujours que c'est la génération qui a envie d'en parler justement. Donc de la petite histoire à la grande histoire, à la fiction. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la littérature dite classique, il y a eu deux textes assez importants sur la guerre d'Espagne. Ernest Hemingway, pour Qui sonne le glas, adaptation culte. Et puis il y a eu George Orwell, grand maître de la SF, mais hommage à la Catalogne. Qui sont deux textes qui racontent son parcours chez les anarchistes du POUM à l'époque. Et c'est un texte hyper impressionnant, puisque c'est à ce moment-là qu'on découvre pourquoi il va développer une haine contre le stalinisme qui amènera plus tard à 1984. Vous, François, vous avez décidé de vous attaquer au mythe. Napoléon, on peut dire figure mythique, figure difficilement critiquable, même chez nous en France. Ah si. Ouais, mais quand même, il y a les deux. Nos voisins étrangers sont plus sévères, et notamment européens sont un peu plus sévères sur Napoléon que nous Français, où il y a une espèce de mythe encore. Il y a beaucoup de livres, il y a une espèce de pléthore d'ouvrages sur Napoléon. Comment vous avez fait pour travailler sur ça? Moi en fait, je suis pour le coup pas du tout historien,
c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, l'histoire. Enfin, ça m'intéresse, mais c'est pas une passion. Par exemple, je m'intéresse plus à la science. Et bizarrement, dans mon activité d'écrivain, parce que en fait j'ai la double casquette, je suis à la fois illustrateur et écrivain, et dans mon activité d'écrivain, sur 4 romans, il y en a 3 qui sont historiques. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, ça me vient comme ça, ça m'inspire, je ne sais pas pourquoi, alors que pourtant j'ai quand même presque rien. Donc à chaque fois je suis obligé de me documenter énormément pour chaque période, ce qui est parfois un peu compliqué. Et là, pourquoi la période napoléonienne? Ben, je sais pas. C'est venu comme ça. Non, c'est vrai, ça m'a inspiré. J'avais envie de raconter cette histoire, de faire une sorte de dark fantasy ésotérique, vaguement mixé avec du Lovecraft par moment. On ne sera pas surpris. Et je crois que j'ai dû être pas mal influencé, alors ça fait un peu de ridicule, mais par des jeux vidéo. Il y a 2 jeux auxquels j'ai joué à la période où ce livre a pris forme. Qui m'ont beaucoup inspiré. C'est un jeu qui s'appelle Bloodborne, que les amateurs de fantastique connaissent bien, et un autre qui est un peu moins connu mais qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle The Order, 1886. Et donc moi j'ai toujours une attirance pour le 19e, quelque chose dans le 19e qui me plaît beaucoup, dans la littérature, la mentalité, l'art en général, les costumes, et la période en elle-même, cette période qui est une espèce de période charnière entre l'ancien monde et le nouveau monde, où on passe des armes blanches aux armes à feu, où on passe de l'artisanat à l'industrie, etc. C'est vraiment une période intéressante pour ça, même d'un point de vue politique. En France, c'est incroyable ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'entre la Révolution et l'Empire, c'est phénoménal en 20 ans. Et du coup, tout ça, ça a fini par prendre forme et se plaquer sur l'histoire que j'avais envie de raconter. Et donc après, forcément, il m'a fallu que je m'envoie beaucoup de documentation, vu mon ignorance crasse sur cette période, parce qu'en plus c'est quand même assez compliqué. Entre la Révolution, puis tous les systèmes politiques qui se succèdent mois après mois, jusqu'au moment où Napoléon stabilise ça d'une certaine manière avec son empire, et puis après ça recommence à la chute de Napoléon, il faut s'y retrouver quand même. Donc voilà, la documentation précise sur les hommes importants de l'époque, sur la façon de vivre. Ça passe même tout simplement par la lecture de classiques. Tout simplement Les Misérables, par exemple. Dans Les Misérables, c'est une mine d'informations passionnante pour cette période. Ou Dumas, etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, il y avait une autrice de fantasy américaine, Naomi Novik, qui avait fait Téméraire et qui imaginait, Naomi Novik, une des meilleures autrices en ce moment de fantasy, qui imaginait que Napoléon avait des dragons et donc on suivait la guerre napoléonienne avec des dragons très très savoureux. Je l'ai pas lu, je ne connaissais pas, on m'en a parlé récemment, j'ai voulu le lire, j'ai vu que c'était plus édité en France. Et ça devrait normalement revenir en intégral. Ouais, parce que a priori c'est quand même un livre à succès. C'était un best-seller à l'époque. Ouais. J'étais étonné de voir qu'il n'était plus édité. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que pour entre guillemets, le public français n'est pas très ouvert à ce genre de... C'est plutôt nos amis anglo-saxons qui n'hésitent pas à faire de l'Uchronie. Et nous, on est des fois un peu confrontés, on peut être confrontés face à des gardiens du temple. Alors je ne sais pas trop pour Arthur, mais le choix de partir sur un angle en disant Morgane Pendragon, bon, il n'y a pas forcément de fandom arthurien plus, donc il n'y a pas forcément de critique, mais c'est vrai qu'on peut se demander, on peut être face à des gens qui vont défendre une histoire et qui vont dire l'histoire avec un grand H, et qui vont dire mais pourquoi vous avez envie de saccager une nouvelle fois notre histoire? Il y a un peu de ça. Oui, je pense pas qu'il y ait un grand fandom, enfin, quoique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plus une ouverture d'esprit quand on touche à peut-être un mythe que l'histoire en elle-même. Après, je sais qu'il y a eu pas mal de réactions de personnes qui, par rapport à mettre un personnage féminin, à mettre des chevalières autour de la table ronde, c'était problématique. Donc oui, ça interroge. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est honnêtement, et tu dis, il y a eu tellement d'écriture et de réécriture. J'ai un peu une crise d'ego et un peu de me dire allez, je vais apporter quelque chose en écrivant une énième version de la table ronde. Et je me disais peut-être qu'effectivement, moi je trouve que cet aspect-là, il interrogeait des choses en disant on prend Morgane, on la met au centre, on met des chevaleresses au centre du récit et qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, après je laisse le lectorat en décider. Je pense que c'est un angle qui a été, je serais tenté de dire pas, en tout cas très peu abordé, même dans des versions romanesques. Donc, je
pense que ça apporte quelque chose. Et du coup, l'Uchronie apporte, si on peut parler d'Uchronie dans un mythe, apporte vraiment un biais intéressant. Et forcément, si ça n'a pas effectivement la réaction qu'on peut avoir quand on touche à la véritable histoire, il y a quand même, on sent frémir des choses, on sent frémir des personnes qui, il y a un canon, et on ne peut pas toucher à ce canon. Morgane doit être la méchante, les femmes qui prennent les armes, ça n'existe pas, enfin, voilà, plus des idées fausses. Donc voilà, on ne touche pas à un canon quand même. Katia, vous, ce qui a été intéressant avec la sortie de La Machine et puis aussi son succès critique, c'est que vous avez réussi à toucher un public jeune, un public young adulte, ce qui n'était pas forcément évident sur un sujet comme celui-là, qui est en plus très politique, et je crois que des fois on vous fait la réflexion en vous disant que votre histoire fait beaucoup écho à l'actualité. Oui, c'est en tout cas pour le moment, les personnes qui découvrent La Machine tome 1 me demandent si je l'ai fait exprès de le sortir au moment de toutes les contestations en France et les prémices d'une révolution. Ben, on suit l'actualité quand même. Et du coup, non, il est sorti quand même en 2021 et je voulais vraiment en faire un livre qui faisait résonance au passé. Je suis désolée que ce soit si actuel et que ça touche autant de gens. Et effectivement, il a été sélectionné pour le prix Macondo, qu'il n'a pas reçu au final, mais il a été lu dans les lycées de l'Alliance française en Amérique du Sud. Et c'est vrai que cette thématique-là faisait vraiment résonance. Quand je vais dans les écoles secondaires, quand je bouge, effectivement, il a reçu le prix lycéen de l'Ouest Hurlant. Et c'est comme si, en fait, c'était un roman qui réconciliait, en fait, les personnes plus âgées, adultes qui ont... j'ai plein d'anarchistes aussi qui viennent, et de punks qui viennent me faire signer leurs livres, que je ne m'y attendais pas non plus. Les personnes qui sont déjà intéressées par cette période-là, qui veulent découvrir cette période-là, et les jeunes qui sont probablement dans un désir de révolte et d'avoir des personnages qui prennent, qui à la fois essayent de prendre leur destin en main, mais sont victimes d'un engrenage, se retrouvent vraiment dans cette position-là pour le moment, quoi. Alors on avait déjà Victor Dixon qui avait imaginé Louis XIV qui devient un vampire. Là, François Baranger imagine que Napoléon devient un sorcier. Est-ce que les amateurs d'histoire ne vous regardent pas avec des gros yeux quand vous parlez un peu de cette nouvelle série? Je ne peux pas vraiment dire pour l'instant puisqu'il vient de sortir. Il est sorti il y a 15 jours. Donc s'il y a des gens que ça va énerver, c'est peut-être plus tard. Mais non, je crois pas. Je crois que là, on est vraiment... à partir du moment où on écrit une fiction, en particulier dans l'imaginaire, on bascule dans le champ artistique, on sort du champ réaliste, on n'est plus dans l'étude scientifique historique, on n'est pas dans le journalisme, on n'est pas dans l'analyse ou dans les essais, on est dans une fiction. Pourquoi ? Au fond du fond, on est là pour s'amuser, si possible en apprenant quelque chose, en essayant de s'élever, c'est toujours mieux. Mais on est là pour s'amuser. Moi, c'est dans cet esprit-là que j'écris ce que je fais. Mais à la limite, c'est plus risqué, toi, ce que tu as fait, parce qu'il y a une espèce de mouvement réactionnaire en ce moment qui essaye de réagir, parce qu'il est réactionnaire, face à ce qu'ils vont appeler le courant woke. Et donc, quand Disney fait sa petite sirène avec une actrice noire, c'est un scandale, c'est épouvantable, etc. Donc, toi, peut-être que c'est plus compliqué pour toi, tu vas peut-être tomber sur certaines personnes qui vont t'inscrire dans cette problématique-là, problématique pour eux. Moi, là, c'est vraiment très anodin, quoi. C'est Napoléon avec un sorcier, personne ne peut prendre ça au sérieux, tu vois. Il n'y a pas de discours politique derrière ça, il n'y a pas de militantisme. Donc, non, moi, je me sens pas trop concerné par ça pour l'instant. Mais on ne sait jamais, hein. On n'est jamais au bout de ces surprises. Vous avez évoqué le terme de plaisir quand vous écrivez. Est-ce que pour vous trois, la pratique de l'écriture est un plaisir? Alors que, moi je sais pas, je suis juste pour écrire des articles, des fois c'est un petit peu compliqué, ça fait un peu mal. Est-ce que pour vous, l'écriture arrive à être un plaisir, malgré toutes les problématiques qu'on publie, qui est d'avoir trouvé un éditeur, avoir un public, rendre son roman à temps, fait que ce soit fluide? Comment vous le vivez tous les trois? Moi, j'ai vraiment une relation d'amour-haine avec l'écriture, c'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Mon équilibre mental, j'ai besoin d'être en écriture. Mais pour arriver à ce stade qui est... il y a un moment donné, quand on se met à écrire,
à générer une histoire. Il y a beaucoup d'efforts et cet effort est traversé par des petites phases d'épiphanie comme ça, où on est, enfin moi où je suis extrêmement bien dans ce que je suis en train de faire, en accord. Bon évidemment il suffit de relire le lendemain et se dire mon Dieu il faut recommencer, retravailler, etc. Mais ça vaut la peine quoi. C'est quelque chose, je suis incapable de ne pas le faire. Et d'ailleurs, dès qu'un roman sort, j'ai déjà en tête sur quoi je vais travailler ensuite, parce que j'ai besoin d'être dans cette relation très très intime avec une histoire à développer, des personnages à découvrir. C'est comme un voyage ou une amitié qui commence, c'est quelque chose qui a ses hauts et ses bas. Mais voilà, je vous avoue que dans les derniers rushs, en plus quand on court pour terminer, j'avais lu un tweet de quelqu'un dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas revu le pseudo, mais en anglais qui disait on dit toujours écrivez le livre que vous avez envie de le lire, surtout parce que vous allez le lire 62 fois. Le lire, l'écrire, le relire, le corriger. Donc à un moment donné, il y a quelque chose de très satisfaisant quand ça sort. Et le parcours, il est jonché de périodes où ça se passe très bien et des périodes où c'est très compliqué, quoi. Pour moi en tout cas. Jonathan. Alors moi à l'inverse, j'ai plutôt un rapport relativement apaisé quand même avec l'écriture. Moi je me pose, à mon avis ce qui est le métier d'autrice ou d'auteur, on est des artisans en fait. On a souvent l'image des grands auteurs qui sont mis en avant, qui sont très marketés. On imagine qu'ils ont un talent inné qui leur est venu du ciel. En fait, 99, il y en a peut-être, mais 99,9% des autrices et des auteurs, c'est avant tout des artisans, donc c'est des compétences qu'on acquiert. Moi j'aime bien l'image de façonner un peu un menuisier, on taille des choses, que tu dis on réécrit, on rebosse dessus. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours eu à proposer moi-même des textes à des éditeurs qui étaient intéressés, donc j'ai pas eu l'effet commande fermée. J'ai eu la chance de défendre des textes que je voulais défendre, donc d'aimer des textes que j'allais relire 68 fois, là je te rejoins là-dessus, effectivement, parce que la fin d'un travail éditorial, ça peut être usant et fatigant, mais ça reste un plaisir. Ouais, ça reste vraiment un plaisir fondamental, et je pense que j'arrêterai quand ça arrêterait d'être le cas. François, vous préférez dessiner du Lovecraft ou écrire des romans? Les deux, mon capitaine. Je partage mon temps en deux strictement. Le matin, j'écris, l'après-midi, je dessine. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que je mets longtemps à sortir les livres, mais ils sortent régulièrement une fois que j'ai pris le rythme. Non, moi, en fait, c'est évidemment un plaisir d'écrire. Je crois que pour n'importe quel artiste, quel que soit son domaine d'expression, ce qui caractérise un créateur, c'est que c'est l'inspiration. C'est-à-dire qu'on a des choses qui se forment dans notre petit esprit malade en permanence et à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc la plupart de ce qui sort n'a pas d'intérêt. Puis de temps en temps, si on a de la chance, c'est un petit peu intéressant. Mais si on ne le sort pas, c'est frustrant. Donc moi, je compare souvent l'écriture et le travail d'illustration. Pour moi, c'est assez proche. Parce que souvent, on est surpris qu'un illustrateur soit aussi écrivain. Mais en fait, le processus créatif est tout à fait comparable. C'est le même. C'est juste le moyen d'expression qui est différent. Soit un crayon et de la peinture, soit des mots, mais au final, ce qui se passe dans ma tête, c'est pareil. Donc quand je fais une illustration, j'imagine une histoire. Parfois même, je me la raconte pendant que je dessine. Parfois même, je me surprends à être un peu ridicule, à faire des bruitages devant ma table à dessin. Enfin, ça peut être assez gênant. Mais au final, je pense que si j'avais pas la possibilité de sortir ces univers, ces personnages, ces situations, ces scènes d'action qui me viennent comme ça, je sais pas pourquoi, je serais frustré. Une fois que c'est sorti, une fois que c'est écrit, j'ai plus besoin d'y penser. C'est terminé, ça sort de ma tête et je passe à autre chose. Donc c'est toujours, il y a un peu le côté romantique de l'artiste qui a besoin d'écrire, c'est un petit peu exagéré parce qu'on pourrait survivre même sans écrire. Mais il y a un peu de vrai aussi. C'est pour l'équilibre psychique, ça fait quand même du bien, il faut le reconnaître. Je me permets de rebondir. C'est vrai que j'ai pas du tout cette dimension-là il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Moi, c'est vraiment, il y a quelque chose, c'est du pas à pas, qu'est-ce qu'on va gratter dessus. C'est vraiment. Ouais, j'ai rarement, je ne crois pas avoir eu effectivement un besoin. Il n'y a eu aucun de mes livres qui était. J'ai pas de meilleur mot, mais fondamental ou à ce point présent dans mon esprit pour avoir dit, il faut quand même que je le pose à un moment. Ça a toujours été des constructions de proche en proche, encore une fois plutôt apaisées, avec ses difficultés, avec des moments effectivement
d'inspiration plus forte, parce qu'effectivement, à force de travailler dessus, il y a des choses qui viennent plus spontanément. Mais ouais, j'ai pas du tout cette vision très, un peu viscérale que j'ai l'impression de décerner. Ouais, non, c'est pas. Alors je rectifie un peu mon propos, c'est pas viscéral, c'est pas. Je suis pas devant ma table le matin, dire il faut que ça sorte. C'est évidemment que c'est beaucoup plus calme que ça dans la réalité. Mais n'empêche que avant même que je commence à publier des romans, j'écrivais déjà des histoires pour moi, des bribes d'histoires. Parfois, un matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ce serait marrant d'écrire une histoire comme ci avec un personnage comme ça, mais je le note. Et j'y pense plus. Et si je ne le note pas, je vais avoir peur d'oublier cette idée. Et donc, d'une certaine manière, ça m'apaise, mais le mot est un peu excessif, un peu romanesque évidemment, mais ça m'apaise de l'avoir couché sur le papier, j'ai plus à y penser. Mais c'est valable pour tous les aspects de la vie quotidienne. C'est-à-dire quand j'ai des trucs à faire, si je les écris pas, si je le mets pas dans mon planning, dans mon agenda, et ben j'y pense. Faut pas que j'oublie de faire ça. Donc d'une certaine manière, c'est la même chose, c'est juste que c'est appliqué à la création. Alors est-ce que vous, puisque vous appartenez à, entre guillemets, au milieu de l'imaginaire, la littérature dite de l'imaginaire, donc qui comporte la science-fiction, la fantasy et le fantastique, est-ce que quand on commence un roman, comme ce que vous avez fait pour vos 3 livres, peut-être un poil différent pour Katia, parce que je crois que La Machine était le premier roman, donc peut-être c'était un poil différent, mais est-ce que vous... Ah non, c'est pas pour vous. C'est moi qui n'importe quoi. Mais c'est est-ce que pour vous, il y a un positionnement en termes d'un marché et vous vous dites, tiens, je vais faire une uchronie. Est-ce que vous vous posez la question en regardant qu'est-ce qui s'était déjà fait? Est-ce que vous vous dites, je dois sortir un livre en fonction d'un marché éditorial avec à peu près 1500 nouveautés par an dans les littératures de l'imaginaire, et comment arriver à exister à travers des canaux où, par exemple, la presse est pratiquement inexistante pour parler de ces livres-là? Oui, j'ai bien commencé. Non, évidemment, jamais aucun artiste vous dira j'ai fait telle œuvre parce que je pense qu'elle correspond à un segment porteur du marché. Il y en a peut-être qui le font et qui le pensent, mais jamais aucun le dira, ça c'est clair. Pourtant, Lovecraft, on pourrait penser que je chante. Je m'en vais. Non, Lovecraft, justement, c'est un très bon exemple. Moi, c'est une passion d'adolescent. Donc j'ai découvert Lovecraft comme beaucoup de gens de ma génération avec le jeu de rôle de Chaosium, la fête de Cthulhu. Ça m'a passionné tout de suite. Et dès gamin, moi j'ai toujours dessiné depuis tout petit, dès gamin j'ai essayé d'illustrer Lovecraft. Et simplement, j'ai jamais été très loin parce que j'étais frustré du résultat. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais en tête. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant. Et ça m'énervait, je préférais abandonner. Et j'ai attendu donc 30 ans d'avoir suffisamment progressé dans mon métier pour me dire, là c'est le moment. Donc c'est pas du tout, en plus, ça aurait été un mauvais calcul de ma part, puisque la plupart des éditeurs à qui j'ai présenté le projet m'ont dit non, Lovecraft, ça se vend pas, c'est un marché de niche, ça marchera jamais. Bon, ils avaient tort, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Donc non, je pense que si tu veux avoir une chance de faire non pas un succès, mais une œuvre intéressante, il faut le faire avec sincèrement de faire une œuvre intéressante si ça procède d'un calcul. Et donc, au final, c'est une vérité intemporelle, à mon avis, de dire fais ce que tu as envie de lire, fais ce que tu as envie d'entendre si tu fais de la musique, etc. Moi, Lovecraft illustré, j'avais envie de le voir. Comme ça n'existait pas, je l'ai fait. Donc, quand j'ai fait mon premier roman, Dominion Mundi, qui était un gros pavé de SF, si j'avais discuté avec des éditeurs en amont, ils m'auraient dit surtout fais pas un roman de 3 minutes, pour ton premier roman c'est débile, ça marchera jamais, tu ne trouveras pas d'éditeur. Si je m'étais écouté pour le nouveau, Ars Obscura, pas si je m'étais écouté, si j'avais écouté les conseils des autres, j'aurais jamais proposé une série en 4 tomes, 1 million de signes chacun. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui ont dit quand même 4 tomes. Donc je pense que non, le calcul ça marche pas, à mon avis. Katia. Alors, ce serait peut-être intelligent pour se placer quelque part, essayer. Mais de toute façon, moi, si on me dit maintenant la tendance c'est ça, le temps que je l'écrive, c'est déjà trop tard parce que j'écris assez lentement. Donc, je ne sais pas si je serais capable, et puis de trouver, même si c'est une commande, dans un genre, la sincérité, aller y infuser ses propres questionnements, ses propres angoisses, les choses qui peuvent devenir universelles. Moi, je pense que ça prendrait trop de temps. C'est assez interpellant ce que tu dis sur les résonances qu'on peut avoir de l'extérieur sur ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai d'abord écrit une trilogie de science fantasy
Young Adulte qui est sorti aux Impressions Nouvelles. Et je me revois avec mon petit Inkipit aller de stand en stand d'ici, je sais pas, ça devait être en 2010, et où les éditeurs me disent mais jamais on vous fera confiance sur une trilogie, vous avez 24 ans, jamais en plus de l'imaginaire, c'est pas intéressant, le Young Adulte, enfin, je dis ça maintenant, mais je ne savais pas ce que c'était, ça n'existait pas encore, il n'y avait pas d'étiquette. Et pourtant, voilà, il y a une maison d'édition qui m'a fait confiance, on a fait les trois. Et puis ensuite, j'ai fait un roman unitaire, donc je venais d'une trilogie, un roman unitaire où je voulais faire du fantastique gothique, et là aussi on s'est dépassé. Le fantastique gothique, on en a fait tellement, et pourtant j'ai écrit Les Ombres d'Esver, ce qui m'a permis de rencontrer ActuSF. Et puis voilà que je vais voir en 2020, janvier 2020, Jérôme Vincent à Paris qui me demande sur quoi je travaille, et là je lui parle de la guerre d'Espagne. Je passe, voilà. Et il me dit, mais si, c'est super intéressant, fais-le. Et je suis contente d'avoir pu le faire parce que non seulement, je pense que ça a été 4 ans de travail pour les 2 tomes qui m'ont permis d'apprendre plein de choses, mais aussi d'aller aussi réparer ou en tout cas apaiser des choses que j'avais envie de développer dans des histoires, dans les fictions. Donc je te rejoins vraiment quand tu parles de sincérité dans ce qu'on veut faire, parce que pour bien faire quelque chose, il faut avoir cette honnêteté, cette curiosité pour le sujet qu'on est en train de traiter, et cet amusement dans la forme qu'on a choisie. Alors moi non plus, je n'ai pas travaillé à la commande. Après, moi je me demande comme s'il n'y a pas des artistes qui arrivent à s'en sortir très bien avec la commande. C'est assez admirable parce que la première chose, en tout cas là je parle que de moi, c'est déjà j'essaye d'écrire ce que je suis capable d'écrire. Donc c'est vrai qu'aller à la commande a quelque chose de très compliqué par rapport à ça. Moi je suis auteur à temps plein depuis quelques années. Par contre j'ai un projet littéraire, c'est-à-dire Morgane, c'est pas un livre isolé. Donc effectivement, il n'y a pas je ne réfléchis pas à la tendance d'un marché ou quelque chose, mais du projet littéraire global. Quand, par exemple, à l'école des loisirs, on me demande de travailler ensemble, je propose 3 textes autour de personnalités féminines historiques. Quand je travaille avec Albin Michel, on est sur 3 réécritures de mythes, dont Morgane Pendragon initie le premier volet. Donc, ce sont des choses indépendantes. Le prochain sera autour des mythes nordiques et vikings. Donc il y a quand même une cohérence, sans avoir une commande, j'ai quand même besoin d'une certaine cohérence éditoriale, d'aller quelque part sur plusieurs ouvrages. Mais oui, je ne m'interroge pas effectivement sur la question du marché ou d'autres choses. Ça, c'est une question que je laisse aux spécialistes de la question, qui sont les maisons d'édition et ainsi de suite. Après, parfois quand les astres sont alignés, on a de la chance et parfois on se trouve avec un texte. Quand Katia, tu dis aujourd'hui on se réapproprie la machine, est-ce qu'on pourrait se dire qu'à un moment, un texte qui part au départ de la guerre d'Espagne, qui est quand même un sujet à mon avis en France qui est aussi compliqué à vendre commercialement, tout d'un coup on retrouve un regain d'intérêt avec les événements politiques du jour. Ça prouve qu'on parfois on fait plutôt bien notre boulot, qu'effectivement, alors le terme est galvaudé, mais les textes sont assez universels en tout cas, pour toucher plus largement un public. Alors vous le savez, écrire un livre aussi, on va prendre l'image, le fameux chemin du héros. C'est une aventure, le chemin du héros qui est théorisé par Joseph Campbell, qui est celui qui a travaillé sur les mythes et dont tout Hollywood s'est allègrement inspiré. Bon, alors pour vous, à la fin, c'est le chemin intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de vos 3 romans? Est-ce qu'il y a eu un avant, il y a eu un après? Vous, en tant que professionnel de l'écriture, ou en tant que créatif, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une évolution, ou il y a eu un changement? François? Moi déjà, c'est pas fini. Parce que je viens de sortir le premier tome, il y en a 4. Donc, non. Sur le seuil alors, c'est ça? Oui, voilà, je viens d'entrer dans la pièce. Non, moi, c'est exactement comme pour l'illustration. Les versions illustrées de Lovecraft, c'est 30 planches, 30 grandes illustrations, donc c'est un travail énorme. Commencer un roman, surtout que moi je ne sais pas écrire court, j'admire des gens qui savent écrire court. Moi c'est tout de suite 1 million de signes minimum pour n'importe quel bouquin, voire plus. Et donc c'est très long. Et en fait, moi ma technique c'est de ne pas y réfléchir. Je me lance bille en tête, je ne réfléchis pas. Parce que si je commence à me dire j'ai tant de travail qui m'attend pendant tant de temps, j'y arriverai jamais. Donc l'image qu'on peut prendre, c'est pour ceux qui font de la randonnée en montagne. Tu commences le matin, tu es au bas de la montagne, tu regardes en haut, tu te dis oh, c'est pas possible, 1000 mètres de dénivelé, 8 heures de marche, c'est horrible. Bah, tu n'y penses pas.
tu regardes tes pieds, tu fais un pas après l'autre, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es déjà un peu haut, puis tu continues, puis un jour, tu arrives au bout, c'est aussi simple que ça. Donc moi, ma technique, c'est ça, c'est de ne pas y penser. Tiens. Alors moi, d'un point de vue personnel, avoir traité cette histoire, c'est quelque chose... D'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai commencé à l'écrire, j'étais enceinte de quelques semaines. Je termine le 2e tome et ma fille va à l'école maternelle. Il y a quelque chose j'ai eu besoin, de manière inconsciente, de revenir à mon passé familial, comme si j'avais processé tout un truc pour voir où j'étais, avoir étudié l'histoire du pays fantasmé qu'on m'a raconté. C'est vraiment un processus personnel qui m'a permis de dire ok, ce sujet-là, je m'en suis approchée, je l'ai traité, j'en suis heureuse. Et d'un point de vue professionnel, d'avoir réussi, mon défi c'était de réussir à maintenir l'empathie sur chacun de mes personnages, parce qu'il y a un chapitre qui concerne l'un, un chapitre qui concerne l'autre, je travaille aussi dans les séries télé, j'allais dire au spectateur, que le lecteur puisse avoir envie de suivre les 2 frères et les aimer de la même façon. Donc ça a été un gros travail d'artisan, justement, d'arriver à construire l'empathie et arriver à construire cette famille qu'on a envie de suivre. Et ça, j'ai envie de dire, pour moi, dans mon petit check, ma checklist des choses que j'ai envie d'apprendre à chaque fois que j'écris un bouquin, ça c'est fait et j'en suis très contente. Laurent, à la fin, vous avez retiré l'épée alors du rocher. Alors moi non, mais effectivement il y a quand même eu un avant et un après, alors qui est plus sur mon chemin et d'auteur et éditorial, c'est-à-dire que c'est mon premier roman chez Albin Michel. C'est un nouvel éditeur, c'est Gilles Dumay qui m'a fait confiance, et pour celui-là et pour ceux qui vont suivre. Donc je pense que ça a porté mon écriture un peu plus loin, parce qu'il y a un niveau d'exigence, non pas que les anciens éditeurs n'en avaient pas, voilà, nouveau regard, nouvelle exigence, nouvelle approche globale un peu de l'œuvre. Et puis ça a été surtout une nouvelle aventure éditoriale, c'est-à-dire j'ai toujours eu la chance d'avoir des maisons d'édition qui m'ont toujours défendu, les éditions QSF m'ont toujours défendu bec et ongle. Après, quand on a la chance d'intégrer une maison comme Albin Michel, c'est ça, c'est-à-dire tout d'un coup, voilà, on est poussé et sur le texte, et sur ce qu'on va défendre après en salon ici, plus loin, et le texte est d'autant plus défendu. Voilà, je remercie encore toute l'équipe des commerciaux, des communicants qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont permis de toucher un public qui est beaucoup plus large. Donc c'est vrai qu'il y a un après dans le sens où je pense que ce livre-là m'a fait toucher un public que je ne touchais pas encore. Et ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous 3. Alors on peut vous retrouver sur ce salon, vous dédicacer. Dans ce bâtiment, il y a Jean-Laurent Del Socorro pour Morgane Pendragon et il y a François Baranger pour Art Obscura, Sorcier de l'Empire, mais aussi, je crois, les illustrations C'était ce matin, ça. C'était ce matin, donc ouais, bon, il est plutôt, voilà, ok, très bien, chez De Noël. Et Katia, vous êtes dans l'autre bâtiment, au stand QSF. Traverser la coursive. Voilà. Et encore merci à vous 3 pour cet échange. Merci Maëlle. Merci à toi. Merci à vous.